croisement des savoirs et des pratiques avec des personnes en situation de pauvreté. Donc, je me présente, je suis Françoise Ferrand du mouvement ATD Quart Monde. J'ai été volontaire permanente, active pendant de très nombreuses années. J'avais une profession avant, que je ne vous dis pas maintenant. Vous verrez, si ça vous intéresse, vous me demanderez après. Mais voilà, donc j'ai démissionné de ma profession pour accepter d'être volontaire permanente de cette association que je ne connaissais pas du tout, mais qui correspondait à une étape de ma vie. Et je dois dire tout de suite que cette association, donc ATD Quart Monde, qui est une ONG internationale, qui est actuellement dans tous les continents, le fondateur, donc Joseph Brzezinski, qui est un prêtre, a voulu fonder une association laïque, donc non rattachée à l'Église, parce qu'il pensait que la lutte contre la misère concerne tout le monde. Voilà. Et donc les volontaires permanents, actuellement 450, répartis dans le monde, leur spécificité, je crois que c'est important pour comprendre le reste, ce que je vais vous expliquer, c'est que nous n'avons aucune mission administrative ou judiciaire ou n'importe, éducative, auprès des populations en situation de pauvreté. Nous sommes entièrement libres de nos actions, nous n'avons pas de mission. Donc c'est très, très important au niveau de la relation que nous avons avec les personnes. Ça a vraiment un lien avec votre sujet. Cette histoire de relation, c'est la base. C'est la base de notre mouvement qui est qu'on peut accepter ou non la relation. Et quel type de relation on veut nouer ensemble. Bon, et si je dois quand même vous dire encore une spécificité des volontaires permanents, c'est que nous avions tous des professions avant, donc que nous avons abandonnées au bout d'un certain temps, bon, bref, et nous acceptons tous d'avoir un salaire minimum. Ça veut dire qu'aucun de nous ne fait carrière. Donc, qu'on soit là depuis 1 an ou depuis 50 ans, nous avons tous un même salaire minimum. Fiche de paye, on n'est pas bénévole. Hein? Fiche de paye, salaire minimum, et quel que soit notre poste dans l'association, nous avons tous le même salaire. C'est important aussi parce que ça correspond aussi à une vision de la société, à une vision d'un vivre ensemble, d'un bien commun, j'ose dire, qui est cette vision de la société, d'une société, d'un type de société que l'on rêve, qui soit plus général. Donc on le vit, c'est pas simple pour autant, hein. C'est pas angélique ce que je vais vous raconter. Hein. Bon, ça c'était un peu une introduction. Voilà, croisement des savoirs. Donc, ATD, agir tous pour la dignité, ATD Quart Monde. Donc, je vous explique la démarche du fondateur, Père Joseph Brzezinski. Donc, maintenant on dit Joseph Brzezinski parce qu'on ne se réfère plus, il est décédé il y a déjà un certain nombre d'années. Alors, je reviens sur un des fondements du mouvement, l'égale dignité de tous les êtres humains. Et l'égale dignité, ça a été conceptualisé par un juriste qui a été président du mouvement pendant plusieurs années, qui est décédé il y a quelques jours, Paul Boucher, qui a été président, donc qui a été au niveau du Conseil d'État, au niveau de la Déclaration des droits de l'homme, enfin de la Commission nationale des droits de l'homme, et il a réussi à faire établir dans la loi contre les exclusions qui a été votée en 2008 l'égale dignité. L'égale dignité de tous les êtres humains. Et bon, un autre principe de la démarche de Brzezinski, donc de la démarche de notre mouvement, est de considérer les personnes en situation de précarité comme partenaires à part entière. Ça ne veut pas dire qu'elles deviendront partenaires un jour, elles sont partenaires
Et le troisième, leur qualité de vie et la mesure des progrès de nos démocraties. La qualité de vie des personnes en situation de pauvreté et la mesure des progrès de nos démocraties. On va passer à la diapo suivante. Pardon. Alors, 3 axes principaux au niveau du mouvement Anti-Décarmonde. Je suis encore dans des généralités avant d'arriver au croisement des savoirs. Donc, connaissance partagée, parce que le mouvement Anti-Décarmonde n'est pas né de théorie. Le fondateur est quelqu'un qui est né et qui a vécu lui-même dans la misère. Et donc, il a créé un mouvement qu'il ne voulait absolument pas, un mouvement d'assistance, un mouvement qui donnait des choses aux gens. Ça c'est important, hein, parce que il expliquait que c'est ce dont il avait souffert le plus dans son enfance et sa jeunesse. Et donc, tout est parti, ce qu'il disait toujours, tout est parti d'une vie partagée. Tout est parti d'une vie partagée. Je ne vais pas m'étendre beaucoup sur ma situation personnelle, mais je veux dire, c'est sûr que moi j'ai démarré en allant vivre dans une... Je suis originaire du nord de la France, à Lille. J'ai démarré dans ce mouvement en allant vivre dans une courée au pied d'une... Il y avait encore une filature dans ce quartier à Lille, et je me suis fait embaucher dans l'usine de filature. Et après, au cours de mes années actives, maintenant je suis en retraite, hein, au cours de mes années actives, j'ai repris plusieurs fois un boulot de femme de ménage en usine. Quand je ne vivais plus directement dans un quartier, parce qu'on a bougé pas mal, mais voilà. Donc cette connaissance partagée qui n'est pas simplement une connaissance théorique, mais une connaissance vécue. Voilà. Formation réciproque, oui, parce qu'avec les gens, donc ça je vous expliquerai plus tard, plus loin, et les actions de terrain, qui sont à la fois des actions culturelles, artistiques, économiques, citoyennes, qu'on peut faire là où on est dans les différents quartiers, les différentes villes, et politiques, parce qu'on est assez pertinent, je crois, sur le plan politique, que ce soit politique nationale et aussi pertinent en termes de propositions, hein, en termes de propositions et d'élaboration de lois. Parce que, bon, voilà. Alors, quand même, comme action sur lesquelles s'appuie le croisement, je vais en développer juste une, celle-ci, qui sont les universités populaires quart-monde. La première université populaire quart-monde a été créée en 1972 dans le quartier latin, ici à Paris, et c'était suite aux événements de mai 68, parce que le fondateur, Joseph Brzezinski, est venu, il était très curieux de tout ce qui se passait tout le temps dans la société. Il était venu donc ici dans le quartier latin au moment des événements de 68, et il a dit, mais c'est ici qu'on doit avoir un local, c'est ici qu'on doit faire un lieu d'échange, un lieu de débat, un lieu de dialogue, au cœur de ce quartier. Et il a réussi à acquérir, c'était la cave de Paris. Moi j'ai animé cette cave de Paris pendant 8 ans, où les gens en situation de pauvreté venaient de Paris, de la région parisienne, et d'autres citoyens. Ça n'a jamais été, le mouvement n'a jamais été un rassemblement de pauvres, ça a toujours été un lieu de mixité sociale, et ça reste un lieu ouvert. Et donc sur un thème donné de société, toujours, les gens préparent dans leur quartier, et puis les citoyens, les gens qui veulent venir à l'Université populaire quart-monde viennent, ils ont préparé, on échange, la parole est donnée en premier aux personnes en situation de pauvreté, on échange, on dialogue, et on invite bien souvent un expert, entre guillemets, qui écoute d'abord, qui écoute l'Assemblée et qui après réagit. C'est un peu dans ce sens-là. Et donc maintenant, ces universités populaires quart-monde sont développées un peu partout. Mais le croisement des savoirs, là c'est important parce que il faut se rendre compte, hein, les personnes
en situation de grande pauvreté, c'est celles qui ont peu d'années d'école derrière elles, qui ont bien souvent honte de leur situation, qui sont parfois révoltées, en colère. Donc, il y a comment dire, enfin, moi, je suis toujours émerveillée parce que ouais, enfin, j'ai pris un réel plaisir à animer ces universités populaires. Avant, j'étais pendant des années avec les jeunes, hein, mais c'était pareil. Moi, j'aime les échanges directs. Et là, il n'y avait pas une université populaire qui ne se passait pas sans un cri de colère quelque part. Dans la salle, des gens qui répondaient, tout le monde écoutait, et quelqu'un arrivait dans la salle à se lever pour dire « je comprends ce que tu dis ». Enfin, je veux dire, il se passe quelque chose, au niveau de la prise de parole, de l'écoute et du respect, ce sont des lieux essentiels pour la suite. On n'aurait jamais pu faire le croisement des savoirs s'il n'y avait pas les universités populaires Carmonde. On continue. En 80, donc à l'UNESCO, Joseph Brzezinski interpelle des universitaires. Faire place à la connaissance que les personnes en situation de pauvreté ont de leurs conditions. Et c'est là, en 80, qu'il nomme les 3 savoirs complémentaires. Complémentaires, c'est-à-dire que jamais l'un ne peut remplacer l'autre. On a besoin dans nos sociétés, on a besoin de ces savoirs complémentaires. On pourrait en rajouter d'autres, hein, mais bon. Les savoirs académiques, scientifiques, universitaires, scolaires, etc. Les savoirs d'action des professionnels, mais vous entendez par professionnel très très large, hein. C'est aussi artistique. Les savoirs de vie, d'expérience. Alors, on pourrait faire général, mais nous, c'est sûr que c'était centré sur savoir de vie, d'expérience des personnes vivant la pauvreté. On est quand même toujours là dans la logique de la lutte contre la misère. Hein. Donc, ces 3 savoirs, et il y a toute une conférence, hein, qui a été rendue publique après, et qui est dans des livres, sur comment ces 3 savoirs sont complémentaires chacun étant nécessaire, mais devant se compléter. Donc moi j'animais l'Université populaire de Paris pendant ce temps-là, et donc mon mari était à la délégation générale parce que le fondateur était décédé. Et donc après, pendant 2 ans, hein, un groupe de travail. Donc, en partenariat, ça n'a jamais été le mouvement ATD Carmonde tout seul, jamais. On aurait été incapable. Hein. On aurait été incapable. Donc, en partenariat avec 2 universités et un institut de formation, on a élaboré un projet pilote pour mettre au travail ces 3 types de savoirs. Donc, voilà. Alors, pourquoi il a fallu 2 ans? Parce qu'il a fallu créer une équipe pédagogique mixte dans le sens où à la fois des gens d'ATD Carmonde, des universitaires et des professionnels. Donc constitution d'une équipe pédagogique mixte pour fixer les objectifs, le calendrier et les modalités. On ne savait absolument pas comment il fallait faire, hein. On n'avait pas de modèle. Recherche des financements, ce qui n'était pas rien. Donc, franco-belge, hein, en France et en Belgique. À ce moment-là, nous, on a déménagé en Belgique, on a été vivre à la Louvière, là, dans le bassin minier, voilà. Ensuite, le recrutement des universitaires de disciplines différentes, ils étaient de 10 disciplines, ce qui n'était pas rien. On a découvert que les universitaires entre eux, c'est pas non plus très facile, hein. Les disciplines différentes. Des personnes donc, vivant la pauvreté, mais participant à une association, là on a pris participant à ATD Carmonde, on n'a pas pris des personnes pauvres dans la rue directement comme ça, hein, pour les mettre avec l'université, c'est pas rêvé, hein.
c'est des personnes qui participaient aux universités populaires Carmonde et des professionnels, pareil, plein de disciplines différentes, hein, que ce soit l'éducation nationale, que ce soit la justice, que ce soit la petite enfance, la formation professionnelle, la santé, tous les professionnels, c'était une variété très importante. Mais les professionnels étaient mandatés par leur institution. Parce qu'on voulait absolument que ce ne soit pas simplement une démarche personnelle, mais que ce soit vraiment les institutions qui les délèguent. Ça, c'est très important. Donc, établissement d'un protocole d'accord signé par tous les participants, par exemple sur la confidentialité, sur le fait que tous les travaux intermédiaires ne seraient pas publiés, c'est la production qui serait publiée. Hein, mais pour que personne ne se sente utilisé, enfin c'est très important, c'est tout des problèmes éthiques qui sont très importants et qui, s'ils ne sont pas dits au départ, ça crée des nœuds dans les relations. Hein. Bon, donc il vaut mieux que ce soit très très clair au départ. Et constitution d'un conseil scientifique, parce que c'est pas nous qui pouvions dire oui c'est vachement bien ce qu'on fait, il fallait qu'il y ait des gens compétents qui puissent suivre les travaux et valider ou poser des questions. Alors, les fondements éthiques de ce croisement des savoirs, ça a l'air facile quand c'est écrit comme ça. Hein, mais je vous assure, c'est compliqué. C'est compliqué à vivre. Reconnaissance de la validité des différents savoirs. Parce que ces savoirs, ils sont portés par des personnes. Et donc, savoir d'expérience, savoir d'action et savoir scientifique. Et quand reconnaissance de la validité, ça ne veut pas dire... attendez, je ne veux pas aller trop vite. Autonomie et réciprocité. C'est-à-dire que chaque savoir est autonome, mais le croisement, l'intérêt du croisement, c'est que j'accepte d'avoir quelque chose à apprendre de l'autre. Donc, il faut accepter ça. Il faut être dans cette position, et c'est pas une acceptation morale. C'est pas parce qu'il faut. C'est parce que réellement, je comprends que j'ai quelque chose à apprendre de l'autre. Et l'autre, parce que l'autre m'apporte quelque chose. Et les savoirs sont complémentaires, ils se clarifient, progressent, s'enrichissent, s'ils entrent en dialogue. Et ça, enfin, moi je pourrais vous dire, mais j'ai tellement été témoin de ce que ces fondements éthiques signifient dans la réalité, de remise en cause, de conflit. Le croisement de savoir ne peut pas se faire sans conflit, c'est impossible. C'est impossible. Mais c'est pas grave, hein, les conflits. C'est grave. Du moment qu'on se respecte, du moment que c'est pas grave. Mais les points de départ sont tellement différents que c'est impossible que ça se passe comme un long fleuve tranquille, quoi. Donc il y a des confrontations de points de vue. Il y a vraiment des confrontations. Bon, on continue. Voilà, donc ça on est sur la... on continue, et vous avez compris, donc là, hein, reconnaissance et réciprocité des trois savoirs. Bon, voilà, qui se croisent. Alors, l'équipe pédagogique dont je vous ai parlé, cette équipe qui fait croiser, qui fait que ça puisse marcher, c'est pas une personne, c'est impossible. Personnellement, je suis incapable de faire travailler, et quelle prétention, je suis absolument incapable de faire travailler des universitaires, par exemple. Il faut que ce soit un universitaire qui fasse travailler ses pairs en vue du croisement. C'est pareil, les professionnels, je n'ai jamais été travailleur social, je n'ai jamais été juge, je n'ai jamais été policier, je suis incapable de faire travailler les professionnels. Donc cette équipe, elle est indispensable
indispensable pour garantir la place de tous les acteurs. Parce que personne n'est à la remorque de l'autre, chacun existe pleinement avec son savoir, avec toutes ses compétences. Donc, pour la place des acteurs à égalité, la réflexion, la participation de chacun, impliquée dans toutes les étapes du processus. C'est l'équipe qui garantit aussi la liberté d'expression de chacun et l'autonomie des savoirs et leur réciprocité avec l'alternance de groupes de pairs. C'est l'alternance de groupes de pairs qui garantit la liberté de chacun et les séances plénières. Ce croisement des savoirs, ça demande que des moyens soient mis en place. Et étant donné les conditions d'existence, les conditions aussi le parcours des uns et des autres, la notion d'égalité, voilà, ne suffisait pas. Il faut donner les moyens supplémentaires à ceux qui en ont le plus besoin pour pouvoir entrer en croisement, pour pouvoir se parler. Sinon, on ne peut même pas, il faut savoir, on ne peut même pas se parler. On ne peut même pas se parler. Il ne faut pas se faire d'illusions. Moi, j'ai travaillé, donc j'étais avec les personnes en situation de pauvreté. Pendant 2 ans, le premier programme pendant 2 ans, 3 jours de travail par semaine. 3 jours de travail par semaine avec le dictionnaire sans arrêt posé sur la table. Même parlant la même langue, les mots n'ont pas la même signification. Les mots, c'était incompréhensible. C'était, je vous assure, donc des moyens, il faut vraiment avoir conscience de ça. Dans les relations qu'on a avec les gens, c'est invraisemblable. On ne se rend pas compte de ce que l'école nous a apporté. On ne se rend pas compte. Tant qu'on n'a pas vécu une relation de travail, réellement de travail intellectuel avec des personnes qui n'ont pas profité de l'école, je vous assure, il faut mettre des moyens parce que ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Parce que du coup, la réflexion se libère et les gens osent proposer. Voilà. Donc le premier programme, 96-98, Carmonde Université, donc avec universitaires, personnes en situation de pauvreté, et voilà. Donc on a élaboré, au départ, on ne savait absolument pas, tout le monde savait que c'était dans le cadre de la lutte contre la misère. Donc on a mis du temps, hein, on a mis 2 ans pour faire, mais bon, les thèmes de recherche, c'est eux qui les ont décidés, 5 thèmes de recherche. Ils ont décidé 5 thèmes de recherche. Après, il a fallu faire vraiment un travail scientifique, hein, fiche de recherche, etc. Collecte et analyse des données communes. Tout le monde, il n'y a pas ceux qui cherchaient, les universitaires qui cherchaient ce que ramenaient les personnes pauvres. Hein. Collecte et analyse des données. Les universitaires, ils ont ramené leurs livres, leurs recherches universitaires. Hein. Et pour se comprendre, tout était enregistré, tout était retranscrit, et pendant 3 jours chaque semaine, les personnes en situation de pauvreté ont relisé les retranscriptions pour pouvoir les critiquer et faire un apport. Je veux dire, c'est ça le travail. Et diffusion des résultats. Première diffusion des résultats, donc il y a eu l'écriture de ce livre, écriture commune, croisement des savoirs, écriture commune, et premier résultat, colloque international à la Sorbonne. C'était pas rien. C'était quand même bon, colloque international à la Sorbonne. Deuxième programme, cette fois-ci avec les professionnels. Je vous ai dit, hein, de toutes les disciplines aussi, analyse de récits d'expérience et élaboration d'un schéma de co-formation. Donc il y a eu aussi un livre, on a compilé les 2 livres, hein, Croisement des savoirs et des pratiques, dans une réédition, parce que les 2 autres étaient épuisés, dans une réédition
et on est fiers parce que c'est traduit en français et en espagnol. Voilà. Les publications, donc ce livre, voilà, groupe de recherche. Il y a une charte qui a été écrite, la charte du croisement des savoirs, et qui est en copyright, hein, parce qu'on ne veut pas être dépossédé, parce que ce concept de croisement des savoirs et des pratiques, tout le monde, on peut croiser les savoirs n'importe où, mais il a été inventé par ces programmes, quoi, croisement des savoirs et des pratiques. Donc on l'a mis en copyright, on a la propriété. Donc on demande simplement que ceux qui utilisent le concept croisement des savoirs et des pratiques mettent la référence de où vient l'expression. C'était une précaution. Et après, on a, je dis aussi encore, mais on s'est rendu compte que c'est une précaution utile. Et maintenant, le concept de croisement des savoirs et des pratiques est déposé aussi en propriété. Donc cette charte, et on a déjà pu évaluer un certain nombre de recherches et de co-formations et d'actions qui ont été menées en croisement des savoirs. Et donc en 2008, vous voyez, on a pu réécrire un autre livre sur les croisements des pouvoirs. Parce que ça c'était Paul Boucher qui nous disait il faut croiser les savoirs, les pratiques, mais il faut croiser les pouvoirs et les volontés. Si vous n'avez pas la volonté, vous ne pourriez jamais. Et les pouvoirs, il faut arriver au pouvoir. Ok, je vais un peu plus vite. Oui. Et nous avons abouti en 2017 à un colloque au CNRS. Là aussi, hein, c'était un autre pas par rapport à la Sorbonne, par rapport au Conseil économique et social, donc nous avions diffusé le croisement des pratiques. Et là, cette fois-ci, le CNRS et le CNAM, on a fait une convention, les trois là, CNRS, ATD, donc croisement des savoirs, et le CNAM, pour faire ce colloque, construire les savoirs, avec tout point d'interrogation, ça veut dire qu'il y a des conditions. Des recherches participatives avec les personnes en situation de pauvreté. Et suite à ce colloque au CNRS, il y a un espace collaboratif permanent qui s'est créé en collaboration, le CNAM, CNRS et ATD Quart Monde, pour continuer à travailler sur les questions épistémologiques que pose le croisement des savoirs, parce que ça pose évidemment, ça fait bouger, hein, c'est perturbant ce croisement des savoirs. C'est perturbant, hein, parce que les pauvres, ils ne sont pas vus comme des gens qui peuvent apporter intellectuellement quelque chose. Hein. Donc c'est perturbant. Et aussi pour encourager l'espace permanent, c'est pour encourager les recherches et les actions en croisement des savoirs. Pour encourager que les gens sachent qu'il y a un endroit où ils peuvent poser leurs questions, où ils peuvent réfléchir. Donc, c'est à côté là. Là. C'est pas de nous, hein. C'est l'immeuble à côté. Bon. Travaux du samedi après-midi, j'imagine. Donc les champs de développement de cette démarche du croisement des savoirs et des pratiques dans la connaissance, recherche-connaissance, dans la formation et dans l'action. Voilà, on peut passer. Mais on est tous co-chercheurs, hein, vous avez compris. Hein. Donc quelques exemples, donc, plus actuels que celles menées il y a 20 ans. Donc vous avez en Belgique, au Canada, au Québec, et je vais peut-être juste prendre les dernières là, celles qui se mènent encore maintenant au niveau international, hein. Bangladesh, Bolivie, États-Unis, France, Royaume-Uni, Tanzanie, recherche en partenariat avec l'université d'Oxford. Donc ça c'est vraiment très intéressant pour nous parce que c'est donc en langue anglaise et puis enfin voilà, avec la dimension internationale et qui doit se terminer maintenant sur les dimensions de la pauvreté et leurs mesures. Est-ce que c'est possible de parler de certaines dimensions qu'on retrouve partout, quel que soit le pays, quel que soit le continent, et comment on mesure, parce que ça a une influence terrible après sur les politiques, sur les politiques menées contre la misère.
Et en France, il y a une recherche actuelle sur les recherches sur la réussite scolaire, pas sur l'échec scolaire. Hein. La réussite scolaire, ça c'est un intérêt commun. Sans cesse, il faut chercher les intérêts communs. Enfin, nous, on parle des intérêts communs. Jamais d'intérêt spécifique pour les pauvres, mais d'intérêt commun pour tous les citoyens, pour toutes les personnes. Voilà. Ok ? Et actuellement, donc, on développe les co-formations, les actions, les formations professionnelles initiales. C'est important, hein, formation professionnelle, c'est-à-dire c'est dans la... dès le départ, quoi, auprès d'étudiants, auprès de gens qui apprennent leur profession, qu'on ne soit pas après en train de rattraper, parce que on voit des gens qui travaillent en protection de l'enfance qui nous disent « mais si on m'avait appris ça au moment de mes études, si on m'avait permis de comprendre que les parents, ils ont aussi un projet, ils n'arrivent peut-être pas à le réaliser, mais ils ont un projet pour leurs enfants. Tous les parents, tous, ils nous disent « mais on veut que nos enfants aient un meilleur avenir que nous, qu'ils vivent autre chose que nous. » Évidemment. Alors, je crois que le plus dur pour mener un projet de croisement des savoirs et des pratiques, c'est de définir l'objectif. Qu'est-ce qu'on veut faire ensemble? Qu'est-ce qu'on veut faire ensemble? Et un objectif précis, connu, compris, donc reformulé par tout le monde. Parce que c'est ça. Si on a compris, on peut le reformuler. Et tant qu'on ne l'a pas reformulé, les gens en situation de pauvreté sont tellement habitués à dire même s'ils ne comprennent pas, je veux dire, ou bien se mettre en colère, mais je veux dire reformuler et qu'ensemble on puisse se dire qu'est-ce qu'on veut ensemble. L'objectif, c'est vraiment essentiel. Après, travailler sur les représentations réciproques, parce que les mots n'ont pas le même sens. On ne met pas le même vécu, on ne met pas les mêmes références derrière les mots. Interroger les logiques, les cadres de référence, la nature des relations. Est-ce qu'on est dans une relation de pouvoir? Presque automatiquement, un enseignant ne se rend pas compte que par rapport à un parent d'un élève qui est en difficulté, l'enseignant, même s'il a toute la bonne volonté du monde, il est individuellement, il est dans une relation de pouvoir par rapport aux parents. Bon, voilà. Élaborer le plan d'action et co-construire des enseignements transposables. La co-construction, ce que je disais tout à l'heure par rapport à la coécriture, hein. L'oral est une chose, l'oralité est une chose, mais ce qui reste, ce sont les écrits. Et les écrits, il faut rendre les gens capables de pouvoir co-écrire, de maîtriser cette co-écriture. C'est vraiment, c'est indispensable, indispensable. Donc pour développer cette démarche, bon, il y a des publications, chartes, livres, DVD et sites, et il y a surtout un réseau, ce réseau Wresinski, participation au croisement des savoirs, voilà, où il y a des journées d'études avec des associations, des personnes du monde associatif, professionnel, universitaire, institutionnel, voilà. On est une association, une jeune association effectivement, mais on va se présenter après si vous voulez bien. On aimerait effectivement vous proposer déjà un format peut-être un peu plus original, à savoir associer des images à effectivement un discours. Et on finira par la présentation. Est-ce que c'est obligatoire le micro? C'est pour la radio. Ah, c'est pour la radio. Parce qu'en fait, on va parler tous les deux. Donc ça va peut-être être... Les deux. Il y a deux micros, d'accord. Attends. Hein? Il y en a tous les micros. C'est bon? C'est parfait, c'est parti. Alors,
on a du mal en fait à approcher notre espace, on a du mal à comprendre notre espace et notre place dans cet espace. Et c'est quelque chose en fait qui est visible dans une segmentation finalement de tous les espaces, c'est-à-dire ça commence déjà par la formation d'un espace, par exemple privé, c'est-à-dire c'est chez nous, c'est notre appartement, c'est effectivement notre maison. Et puis on se déplace, on va dans un autre espace qui est notre espace professionnel, notre usine, notre bureau, le lieu où on travaille. Et puis, il y a d'autres espaces, c'est-à-dire peut-être des espaces intermédiaires où on rencontre à la fois des gens qui viennent de notre réseau professionnel, peut-être des gens qui viennent de notre réseau privé, amical. Et il y a également ces espaces en fait, qu'on ne voit pas, qu'on traverse. On traverse en fait certains espaces d'un point A à un point B sans se rendre compte de toute l'immensité relationnelle qui est autour. C'est-à-dire, on ne se rend pas compte de cet oiseau qui chante à côté de nous, on ne se rend pas compte de cet humain qui est à côté de nous, de ce récit de vie, cette richesse. On ne se rend pas compte peut-être de l'odeur qui est dans l'air. On a perdu en fait cette capacité à véritablement nous inscrire dans cet espace. Et c'est quelque chose en fait qui, de façon générale, se répète beaucoup également dans notre politique urbanistique. On crée un espace, par exemple, pour la nature, pour le non-humain. On crée un jardin, puis à côté on crée un espace urbain, un immeuble. On crée, par exemple, une réserve naturelle d'un côté, et puis de l'autre côté, on crée des villes. Voilà. Donc il y a vraiment une segmentation, en fait, à chaque fois, entre un espace, par exemple, pour les non-humains, un espace pour les humains. Et pourtant, cette segmentation, finalement, n'a rien d'obligatoire. Quand on observe autour de nous, et même dans des sociétés différentes de la nôtre, ces espaces-là, cette segmentation, qui va peut-être de soi pour nous, ne va pas de soi pour eux. Il est possible, par exemple, de travailler à même la rue. Il est possible de rencontrer des gens dans son travail. Il est possible de partager un repas dans la rue, par exemple. Il est possible tout à fait de coexister avec du non-humain, humain et non-humain, dans le même espace, sans forcément que ça se passe mal. Donc, avec Aya, un des enjeux, c'est effectivement d'apprendre à se reconnecter à notre espace. Et il y a aussi, dans la manière dont on a conçu les espaces de vie, les espaces de travail, ça a complètement aussi changé notre rapport au corps. Maintenant, notre corps il est de moins en moins sollicité. Par exemple, quand on part de chez nous pour aller par exemple à notre espace de travail, en règle générale, on prend la voiture, on prend le métro, on prend le train, et puis on s'assoit devant un bureau, on travaille devant un ordinateur. Et le corps, en fait, n'existe plus. Il n'y a plus d'espace pour lui. Il n'y a plus vraiment d'espace pour marcher, pour prendre le temps d'aller d'un endroit A à un endroit B. Ça devient compliqué de se rendre au boulot à pied, tout simplement, de prendre 1 heure pour marcher, de prendre 1 heure pour faire de la bicyclette. Il y a aussi une segmentation corps-esprit, où maintenant on passe beaucoup de temps cérébral à réfléchir à plein de trucs, et en fait à oublier que le corps a lui aussi une intelligence sensitive, sensorielle qu'on a complètement perdue. Les espaces dans lesquels on se trouve, c'est des espaces qui ne vivent pas la pièce dans laquelle on vit. On est là actuellement, c'est une pièce qui pour moi n'existe pas. Enfin, on est entouré de murs, on est entouré de chaises, on n'a pas d'aération, d'espace pour libérer le corps. Et aussi l'arrivée des technologies dans nos vies ont complètement perturbé notre rapport aux choses, aux êtres, à nous. Maintenant, j'ai l'impression que notre corps, le corps humain, ne sert plus à rien. Les technologies nous font subir des choses.
un exemple très simple qui me vient à l'esprit, je me souviens quand j'étais petite, dans la voiture de mes parents, il y avait les manivelles pour ouvrir les fenêtres des voitures. Et maintenant, on n'a plus ça. Et moi, en fait, ça me manque. J'ai envie d'avoir à nouveau cette manivelle et de me dire que j'ai du pouvoir sur cet objet, que si la voiture elle tombe en panne, je pourrais toujours ouvrir cette fenêtre. Et que maintenant, on ne peut plus. On va rester bloqué. Et puis maintenant, le virtuel commence à prendre de plus en plus de place et commence en fait... Le virtuel commence à être la réalité et la réalité commence à être le virtuel. Je vois par exemple, avec les jeunes, à un moment donné j'étais dans le train et il y avait 2 adolescents qui étaient en train de dire « Ouais, t'as vu maintenant avec Snapchat, on peut voir qui est ta meilleure amie parce qu'elle t'a mis un cœur. Ouais, mais en fait, moi je suis pas sa meilleure amie, machin et tout. » Et j'étais en train de me dire... leur rapport en fait d'amitié, il a l'air beaucoup plus réel sur les réseaux qu'en vrai. Et ça a commencé à me poser des questions. Et j'ai aussi... des fois, on fait des choses complètement aberrantes. Vraiment. J'ai travaillé pendant 1 an en Allemagne dans l'équivalent à peu près d'une ferme pédagogique. Et donc du coup, on avait des arbres fruitiers, pruniers, poiriers, etc. Et à un moment donné, j'avais un ami qui était un réfugié, qui était afghan. Et puis, donc évidemment, l'allemand, pour nous deux, c'était pas notre langue maternelle. Et à un moment donné, il demandait ce que ça voulait dire le mot qu'on employait pour dire prunier. Et puis là, on commence à expliquer la forme de la prune, et puis il dit bah non, je vois pas. Et là, il commence à sortir son téléphone, et là, je lui dis mais attends, il y a un prunier qui est juste derrière toi, quoi. Enfin, tu vas pouvoir voir ce que c'est que des prunes, parce que ça lui disait rien en fait. Et là, il commence à dire non, mais je vais chercher là sur mon téléphone à quoi ça ressemble. Je fais mais Ali, ton prunier, il est là, il est en vrai, quoi. Tu vas pouvoir te déplacer, le toucher, le voir, le sentir. Le voir avec d'autres pruniers dans son véritable élément, t'as pas besoin de sortir ton téléphone, quoi. Et moi je trouve ça assez effrayant ce que ça a fait sur notre société, comme si on ne servait plus à rien. Notre corps, il n'existe plus. Et puis on a aussi complètement nivelé nos sociétés, dans l'ensemble évidemment, ont tendance à se ressembler dans la manière dont les villes sont construites. Qu'on aille en Australie, qu'on aille en France, on retrouve des autoroutes, on retrouve du béton, on retrouve des immeubles, on retrouve des voitures, on retrouve des McDo. Et en fait, du coup, on n'a plus ce rapport avec l'autre, de qu'est-ce qui est vraiment l'autre, de qu'est-ce qui est vraiment la différence. Et on a perdu, en fait, on voit souvent maintenant, j'ai la sensation qu'on voit la différence comme quelque chose qui divise, au lieu de la voir comme quelque chose qui complète. La différence, c'est très très riche et on en a besoin. Et c'est triste parce que si on ne comprend pas ça, si pour nous tout est pareil, on a perdu en fait des clés de compréhension en sectionnant la nature de la ville, en les séparant, et ensuite en séparant la ville de ses habitants. On n'a plus vraiment, nous habitants, on a l'impression qu'on subit en fait le territoire dans lequel on vit, qu'on n'a plus droit à la parole sur notre territoire. Et ensuite, les nouvelles technologies ont encore coupé un autre lien, le lien de humain à humain. Et du coup, on a perdu au fur et à mesure des clés de compréhension du vivant. Le vivant est devenu quelque chose... on ne sait plus ce que c'est en fait. Et pour moi, il est vraiment important de se réapproprier notre corps, se réapproprier les relations humaines, se réapproprier la vie pour comprendre ce que c'est que la vie. Alors vous l'aurez compris, il y a plusieurs crises ici. Il y a la crise de l'espace, il y a la crise du corps, il y a la crise de la diversité. Et puis en fait, finalement, c'est une même crise.
Chez Aya, dans notre société, en fait, on s'est réunis autour de ça parce qu'on pensait qu'effectivement, la relation était la question essentielle pour répondre à la crise sociale écologique dans laquelle on est confronté aujourd'hui. Remettre la relation, c'est finalement, au centre effectivement de nos questionnements, c'est finalement peut-être remettre aussi de la substance dans notre commun. Parce que c'est notre commun en fait qui est en crise. Remettre la relation au centre de nos questionnements, c'est finalement s'interroger sur le type de lien qu'on veut créer entre nous, tous les vivants. Et pour cela, Aya propose deux outils pour essayer effectivement de recréer du lien. Le premier outil, c'est assumer à nouveau notre vulnérabilité fondamentale, notre vulnérabilité individuelle. On a tendance à l'oublier, mais en fait on est vulnérable, on est faible. On est faible en étant tout seul. Et on a besoin des autres, humains comme non humains. Quand on réfléchit à des solutions qui peuvent nous aider justement à passer au-delà de la crise qu'on constate aujourd'hui, il faut également ne pas oublier le vivant qui nous entoure, le non-humain également. Et la vulnérabilité, c'est par exemple reconnaître qu'on a besoin des bactéries, finalement pour se mouvoir, nous, en tant qu'êtres humains. On a besoin d'un arbre pour, par exemple, nettoyer l'air qu'on va respirer. On a besoin, par exemple, du chien qui va nous apporter une richesse, une rencontre dans la vie de tous les jours. Et le deuxième élément, c'est finalement l'outil du dialogue. L'outil du dialogue, parce qu'en effet, c'est bien, effectivement, d'assumer la vulnérabilité, mais une fois qu'on en est là, ça veut dire qu'il faut qu'on arrive à recréer les liens. Et l'idée d'Aya, c'est de sortir d'une approche uniquement rationnelle au monde. C'est-à-dire, effectivement, l'approche rationnelle classique, c'est de catégoriser justement les espaces, de segmenter. C'est d'ailleurs ce que dénonce en partie quelqu'un qui s'appelle Edgar Morin. Il dit c'est une forme de simplification du monde. Il faut qu'on revienne vers une forme de complexité. Donc, on dit qu'effectivement, la rationalité, c'est un rapport au monde. Et ce rapport au monde, il faut déjà le réinterroger. Mais en plus de ça, il faut qu'on ajoute d'autres rapports au monde. Et ces rapports au monde, c'est par exemple réinvestir le champ du sensible. C'est-à-dire réapprendre à ressentir ce qui est autour de nous. C'est-à-dire réapprendre à toucher, réapprendre à sentir, réapprendre à avoir. Voilà. C'est notamment pour ça, vous l'aurez compris, qu'on associe le discours à des images. Et Aya, du coup, conduit ses projets au travers deux grands champs d'action, puisque effectivement, ce qu'on appelle l'écologie relationnelle et notre imaginaire, l'imaginaire qu'on a envie de projeter au monde. Et pour le traduire, on passe par deux formes d'action, c'est-à-dire apprendre à se connaître nous et apprendre à connaître l'autre, à la fois dans un cadre d'une relation interindividuelle, mais également dans le cadre finalement d'un rapport à l'espace. C'est-à-dire quand je traverse un espace, quand je traverse un paysage, je me rends compte que ce paysage, cet espace, ce n'est pas que moi qui l'ai créé. C'est plein d'autres, plein d'individualités, plein d'individus, humains comme non humains. Par exemple, j'ai été récemment dans les Pyrénées, et c'est un paysage magnifique. Et ce paysage, il n'a pas été forgé en grande partie par l'homme, il a été aussi forgé par le non-humain. C'est-à-dire, par exemple, aujourd'hui, les loups qui se baladent, ou les troupeaux de vaches également, qui forment finalement des chemins au travers de la montagne qu'ensuite, après, l'humain peut arpenter. Voilà. Donc, réapprendre à se connaître et apprendre l'autre, c'est la première démarche. La deuxième démarche, c'est ensuite, après, de mettre en œuvre, du coup, cela sous une forme institutionnalisée. Et du coup, il y a effectivement également une réflexion sur comment on met en œuvre ce commun. Notamment par l'institution, par exemple, de nouveaux tiers-lieux, où on peut se rencontrer véritablement. Il y a une réflexion également qu'on mène sur le droit. Et effectivement, dans notre association, nous sommes convaincus que, par exemple,
le patrimoine commun est un outil important, justement, pour dépasser cette approche juridique trop souvent individuocentrée, qui oublie, qui ne pense pas le réseau de solidarité fondamentale qui nous lie tous. Et le patrimoine commun, il ne faut pas oublier ce que c'est. Le patrimoine, c'est avant tout, finalement, prendre soin de tous les intérêts. Et les intérêts, en fait, des humains comme des non-humains. Et derrière l'idée de patrimoine commun, il y a également l'idée d'une possibilité de localisation. Parce qu'en effet, on est convaincu qu'il y a une forme de principe de subsidiarité écologique. C'est-à-dire que dans chaque territoire, il y a une réalité particulière et que c'est cette réalité qu'il faut remettre en mouvement, humain comme non humain, dans ces territoires. Et nous avons choisi effectivement de vous raconter cela au travers notamment la présentation d'un projet qui est en particulier raconté ici. C'est la danse, un projet de danse à Bruxelles. C'est de la danse urbaine. Et moi, ce que j'aime beaucoup dans la danse, c'est ce rapport au corps. C'est c'est notre premier outil de travail, le corps. Et que la danse, elle s'appuie sur des sensations et des émotions. Un bon danseur, il va travailler essentiellement avec son corps, avec son cœur, pardon, et son corps aussi évidemment. Avec son cœur, avec ce qui va ressortir, avec sa haine, son amour, avec l'environnement dans lequel il va se situer. La danse, c'est son rapport au corps, le mien, le rapport aussi du corps de l'autre, de comment je vais danser avec lui, comment je vais accepter son énergie, comment je vais accepter son corps, comment nous, ensemble, on va former encore une autre chose. Et c'est en même temps comment mon corps va se situer dans un espace, comment il va se déplacer. Et ensuite, ça va activer plein de processus sensitifs. Comment je sens mon corps quand je lève le bras, quand je plie mes jambes, quand je marche sur du sable, quand je danse sur du sable, je ne vais pas donner la même chose que lorsque je danse entourée de béton. Lorsque je vais danser dans un parc, lorsque va y avoir du soleil sur ma figure, ça va être encore différent que lorsqu'il va y avoir de la pluie. Moi, je me souviens, j'ai fait un stage de danse au musée à Lyon et on avait dansé dehors très souvent, il faisait très très beau et le jour de la représentation, il a plu. Et on a dansé sous la pluie. Et c'était encore très très différent ce qu'on a donné, ce qu'on a représenté à ce moment-là. C'est très très beau. Et en plus, ce que j'aime bien avec ce projet de Bruxelles, c'est que Bruxelles, c'est une ville donc, qui est bilingue. Wallonie et Flandre qui coexistent ensemble, même si malheureusement la langue flamande a tendance à disparaître aussi à Bruxelles. Mais moi j'aimais beaucoup, pour moi c'était un peu comment on dit ça, C'est une richesse. Non, non, je sais plus. Bref, j'ai plus le mot. Enfin, que deux communautés coexistent sans se casser la figure, alors que l'on sait que hors dehors de Bruxelles, la Flandre et la Wallonie sont toujours en train de se taper dessus. Je trouvais ça très très beau. Et en plus, Bruxelles, c'est là aussi où il y a les institutions européennes, et c'est aussi une ville qui est multiculturelle. Et du coup, ce projet, en fait, c'est d'aller de quartier en quartier, d'aller au contact de ses habitants, de montrer déjà les différents visages de ces quartiers, de ces habitants qui vivent dans ces quartiers, et aussi de toutes ces danses qui coexistent en fait dans ces ensembles, et de donner corps à ces individus et à ces quartiers, et que eux aussi entre eux prennent connaissance de toutes ces personnalités, car les danseurs ils arrivent avec leur histoire familiale et puis ensuite leur histoire de quartier, et puis et c'est donc très 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 riche. Merci. Merci. Alors tout simplement pour vous dire, donc on est une jeune association, on s'est créée en fait l'année dernière. Du coup, ça fait juste un an qu'on existe. On est une association qui prône l'horizontalité, donc en fait, on est plein de coprésidents, mais même les coprésidents en fait sont pas au-dessus des autres. Voilà, on travaille tous ensemble, on travaille en interdisciplinarité, c'est-à-dire que, par exemple, moi, je suis chercheur en anthropologie et en droit, et par exemple, Marine est illustratrice, mais elle fait plein d'autres choses. Et enfin voilà, il y a plein de gens, plein de profils différents, voilà.
on s'est réunis autour de ces questions-là, justement la question centrale de la relation, et notamment de la relation au-delà de l'humain également. Voilà. Merci beaucoup en tout cas pour votre écoute.